Saccadimité, pharmacon, saccadimité, rétention tertiaire, organologie, néganthropologie. Ce que je vais présenter, c'est un mélange entre des choses qui tiennent à mon activité politique. Le titre de l'Académie d'été et le contenu du séminaire, des études que j'entreprends en environnement, et enfin l'exhortation à être patient que Bernard nous a lancée lors de l'Assemblée générale d'Ars Industrialis le 17 mai à Paris. Voilà. Donc 3 choses. La première chose, je vais tenter de poser la manière dont le réchauffement climatique est formulé et de mettre en évidence la manière dont cette question se recoupe dans une certaine mesure avec ce qui sont les préoccupations historiques d'Ars Industrialis. Je vais également critiquer un peu le concept d'urgence climatique et voir les failles qu'il y a dans cette notion. Dans un deuxième temps, je vais parler de valorisation et de valorisation de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et puis dans un troisième temps, je tenterai de dresser quelques pistes qui sont en fait des domaines dans lesquels j'ai envie de travailler dans le futur. Alors comment ça marche le réchauffement climatique? Je vais commencer par le fait que si la Terre a une certaine température, c'est en fonction du rayonnement solaire, évidemment. S'il n'y avait pas d'atmosphère, et donc s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre en particulier, la température à la surface de la Terre serait de moins 15 degrés centigrades, soit 30 degrés de moins que actuellement. Le fait que la température moyenne soit non pas de moins 15 degrés centigrades, mais de plus 15 degrés centigrades en moyenne, eh bien, ça s'explique par le comportement de l'atmosphère, et en particulier par le comportement des gaz qui composent l'atmosphère, et leur réaction aux rayonnements énergétiques qui viennent du Soleil à des longueurs d'onde diverses. Ces gaz ont la propriété de réagir différemment en fonction de la longueur d'onde du rayonnement, et cette longueur d'onde dépend elle-même de la température du corps qui les émet, c'est-à-dire le Soleil d'une part, et la Terre elle-même d'autre part qui se réchauffe. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce schéma? Eh bien, il y a le fait que tout d'abord, en haut, à gauche, on reçoit une certaine quantité d'énergie qui vient du Soleil. Cette quantité d'énergie est formulée en watts par mètre carré, 342 watts par mètre carré. C'est grosso modo le quart de la puissance d'un fer à repasser. C'est formulé par mètre carré pour donner un ordre de grandeur. Le mètre carré à la surface de l'atmosphère ou à la surface de la Terre, ça correspond plus ou moins à un carré de 2 mm et demi sur 2 mm et demi à la surface du Soleil. Ce rayonnement, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il y a une partie qui est reflétée, qui est renvoyée directement vers l'espace, soit parce qu'elle touche au nuage ou à l'atmosphère, soit parce qu'elle est reflétée par la surface de la Terre. Et le reste est absorbé par la Terre elle-même ou absorbé par l'atmosphère. Il y a un équilibre, donc ce que vous voyez, c'est une relation d'équilibre entre rayonnement solaire, réchauffement de l'atmosphère et réchauffement de la planète. Et cette relation d'équilibre s'établit en fonction de la manière dont les composants de l'atmosphère réagissent. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Un même gaz, le CO2 par exemple, mais c'est la même chose pour tous les composants de l'atmosphère, laisse passer les rayonnements qui viennent du Soleil à une certaine longueur d'onde, et certains ne laissent pas passer les rayonnements qui reviennent de la Terre, qui sont émis à une autre longueur d'onde. Donc en gros, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que l'effet de serre est nécessaire à la vie sur Terre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, nous n'existerions pas, puisque nous serions sur une planète qui est à plus ou moins moins 15 degrés. Il y a un historique à tout ça, c'est quelque chose que Bernard a très brièvement évoqué, et cet historique, il s'étend sur 4,6 milliards d'années, donc on reprend l'histoire à moins 4,6 milliards d'années, à 4,6 milliards d'années avant Jésus-Christ, époque à laquelle la température de l'atmosphère était de plus ou moins 25 degrés,
soit 10 degrés de plus qu'actuellement, et cette température était très élevée. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère à l'époque que maintenant. Alors, cette température a fluctué, elle a fluctué en fonction de deux gros facteurs. Il y en a un qui est lié à la géophysique, c'est-à-dire les mouvements des continents. Vous voyez sur la droite de l'écran la manière dont les terres émergées se sont déplacées au fil de la vie de la Terre. Et donc, on fait en sorte que les flux océaniques ont bougé, et donc la manière dont la chaleur se répartit sur la Terre a bougé, et donc ça a influencé la température à la surface de la Terre. Et surtout, et ça c'est beaucoup plus important, à un moment, la photosynthèse s'est déclenchée, et cette photosynthèse a absorbé progressivement, dans des temps extrêmement longs, le CO2 atmosphérique. Le graphe que vous voyez n'est pas proportionnel, au sens où les 2 premiers milliards de la vie de la Terre sont résumés ici. Ensuite, vous avez plus ou moins 2 milliards, et puis le temps s'accélère avec les différentes phases d'augmentation ou de diminution de la température, avec des périodes pendant lesquelles la Terre ressemblait à une énorme boule de glace. Donc on a au niveau du Soleil la fusion nucléaire, qui est une relation tout à fait anthropique. À une distance extrêmement lointaine, on a cette énergie solaire qui est transformée, qui est absorbée par la Terre, et qui est utilisée en particulier par la photosynthèse, qui va absorber progressivement le CO2, qui cause un effet de serre qui est extrêmement important au début de la vie de la Terre. Alors, ça, on a pu le reconstituer grâce à différents types de mesures qui ont été mis en place par les scientifiques. Alors ces types de mesures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forages océaniques, ce sont des forages dans la banquise, c'est l'examen des roches, c'est l'examen des sables limoneux, et pour les périodes les plus récentes, c'est l'examen des ronds dans les troncs d'arbres, c'est les coraux, c'est les pollens. Et puis, pour les grosso modo 1000 dernières années, ce sont des archives qui permettent, par exemple, de se rendre compte qu'il y a eu des périodes de glaciation relativement récentes au Moyen-Âge, qu'il y a eu des périodes de réchauffement relatifs, mais relativement importantes tout de même aux alentours de l'an 1000. Depuis une grosse centaine d'années, ce sont les archives météorologiques qui ont été capturées. Depuis quelques décennies, ce sont les archives des données satellites et des données météorologiques qui ont été relevées de manière plus fine. On arrive grosso modo à expliquer la température terrestre sur une période, enfin de manière fine, pas comme ça c'est pas fin, mais de manière fine, sur plus ou moins 800 000 à 1 million d'années grâce au forage dans la banquise. Donc ça, c'est une partie mesure-explication. Alors à partir de là, à partir du moment où on a la mesure et la composition, grosso modo, de la Terre et de l'atmosphère, on peut se lancer dans un exercice beaucoup plus périlleux, qui est l'exercice de modélisation. C'est-à-dire, on lance des hypothèses qui permettent de formuler la manière dont l'atmosphère réagit aux différents événements qu'elle subit, et en particulier à un événement qu'on appelle le forçage astronomique. Qu'est-ce que c'est le forçage astronomique? C'est simplement le fait que l'activité solaire varie parce que la Terre ne tourne pas aussi régulièrement qu'il n'y paraît autour du Soleil. La forme de l'ellipse terrestre se modifie, l'axe de rotation de la Terre se modifie, et là où la Terre se trouve en fonction des saisons se modifie également. Et puis on se rend compte, à partir du moment où on a réussi à introduire ce forçage astronomique dans les modèles d'évolution de la température, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas.
Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des mécanismes de rétroaction, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est linéaire dans le système terrestre. Qu'est-ce que c'est une rétroaction? Imaginons qu'à un moment, la température descend pour une raison donnée. Au bout d'un moment, la surface de la banquise augmente, et cette banquise, elle a la propriété de refléter le rayonnement solaire vers l'espace, beaucoup plus que, par exemple, les océans ou les terres. Et qu'est-ce qui se passe quand le rayonnement solaire est reflété? Eh bien, il y a moins d'énergie qui est absorbée, et donc la rétroaction est positive, c'est-à-dire que le refroidissement s'accélère. Il y a d'autres rétroactions qui vont dans l'autre sens, donc qui jouent des effets amortisseurs. Et il y a des rétroactions qui sont tout à fait indéterminées, qui demandent une spécification beaucoup plus fine des circonstances dans lesquelles elles se produisent. Sur les périodes les plus récentes, on va dire à partir du 19e siècle, on a pu modéliser encore plus finement, puisqu'on a des données plus fines. Par exemple, on a pu inclure les éruptions volcaniques dans les modélisations de la surface, de la température de l'atmosphère. Par exemple, effet des éruptions volcaniques. En 1816, il y a un volcan, je ne sais plus lequel, qui a connu une éruption extrêmement importante, et la conséquence a été que 1816 fut une année qui a été qualifiée d'année sans été, avec des gelées observées à Paris au mois d'août. Donc on a des phénomènes qui sont relativement bien maîtrisés. On sait, ça j'ai oublié de le dire, qu'il y a une corrélation entre la température et le CO2, et c'est important, tous les mots sont importants, on parle beaucoup de corrélation, on en parle énormément dans le domaine du numérique. On n'a pas de certitude quant à ce qui cause quoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout évident que ce soit historiquement, dans les temps longs que je montrais sur le premier slide, que ce soit le CO2 que ce soit l'augmentation de CO2 qui cause une augmentation de la température, ou le contraire, que ce soit la température qui cause une augmentation de CO2. C'est extrêmement important pour ceux qui nous occupent, puisque dans la mesure où on arrive à mesurer un réchauffement de l'atmosphère maintenant, il y a évidemment le CO2 qui la cause, mais si l'augmentation de la température induit également une augmentation du CO2, alors on a un effet d'emballement qui risque d'être particulièrement problématique à un horizon temporel relativement limité. Si on se focalise sur une période beaucoup plus récente, qui démarre au début du XXe siècle, là on a des données vraiment précises qui permettent une modélisation assez fine. Alors la modélisation, comment est-ce qu'elle se présente? C'est pas un modèle. Si vous regardez, toutes les illustrations sont dans la note que j'ai envoyée, donc vous avez un nuage de modèles dans les deux graphes, et je vais expliquer la différence entre les deux graphes tout de suite, et une tendance moyenne. Donc en noir, on a les observations, et en bleu, on a les résultats du modèle. Et donc ça fonctionne bien, jusque plus ou moins 1950. Et à partir de 1950, on se rend compte qu'il y a un découplage entre les modèles qui tiennent compte des forçages naturels et les réalisations de température. Et pour réconcilier observation et modèle, la seule solution que les scientifiques ont trouvée, c'est d'inclure les gaz à effet de serre dans le modèle, moment auquel eh bien, les observations et la modélisation coïncident. Alors, ça ne prouve pas de manière certaine l'origine anthropique du réchauffement climatique. L'illustration que j'en donne, c'est que ça ne prouve pas non plus que si on tire une balle dans la tête de quelqu'un, il va mourir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cas où on tire une balle dans la tête de quelqu'un où la personne ne meurt pas, où elle peut mourir d'autre chose, je sais pas, d'un rhume ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, il y a quand même, je dis ça de manière un petit peu ironique, il y a quand même une probabilité assez forte que le réchauffement climatique soit d'origine anthropique. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on arrive à des résultats tels que celui-là, les instances internationales commencent à se préoccuper du problème, et en particulier chargent une institution de se pencher sur la question, et cette institution, c'est le GIEC, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Le GIEC ne formule aucun modèle. Le GIEC, c'est un compilateur. Le GIEC, c'est un ensemble d'experts qui sont désignés par
tous les gouvernements qui sont membres des COP, ce qu'on appelle les COP, les conférences des partis, et qui regroupent l'ensemble des publications scientifiques disponibles pour en formuler quelque chose qui soit digestible par, grosso modo, par les instances politiques. Donc je fais un saut dans le temps pour en arriver à la COP21 de Paris qui se dit, face à une situation telle que celle qui est présentée là, qui formule tout d'abord un objectif de non-dépassement de 2 degrés de la température à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, en se rapprochant le plus possible de 1,5 degré. Alors les chiffres, c'est bien, on nous a déjà fait le coup avec Maastricht par exemple, on a dit pas plus de 3%, on sait comment ces 3% de Maastricht ont été fixés, donc c'est important de se pencher sur la manière dont ce 1,5 degré à 2% a été fixé. Donc la COP21 à Paris fixe ça, fixe une méthode, et fixe un ensemble de moyens pour limiter les conséquences du réchauffement climatique, formulées sous la forme d'adaptation. Et donc cette notion d'adaptation est assez importante. Et enfin, la COP21 formule différents mécanismes de suivi. Juste une petite parenthèse par rapport à la fois à la sortie de Donald Trump de la COP21 et à la manière dont le président de la République française est monté au créneau. La COP21, même avec les États-Unis dans l'accord de Paris, est totalement insuffisante, c'est-à-dire que ça regroupe un ensemble d'objectifs qui sont à affiner, mais pour l'instant les objectifs sur lesquels se sont engagés les pays individuellement, sans coordination, arrivent à un réchauffement climatique de plus ou moins 3,4 degrés à l'horizon 2100. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à définir ces objectifs de 1,5 degré à 2%? Il y a 2 volets. Il y a un volet relativement activiste et relativement intéressant de la part des premiers pays menacés, donc les États insulaires qui risquent fort d'être inondés, mais également un groupe qu'on appelle le groupe des pays du G77, qui sont plus 77 pays, qui sont plus ou moins 130 pays, qui sont 130 pays moins développés, qui ont réussi à formuler une position commune. Il n'y a pas que ça. Il y a également ceci, qui est un document extrait d'un des rapports du GIEC. Le rapport du GIEC, c'est une brique, hein, c'est un truc énorme. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que de là, vous ne pouvez pas voir ce que c'est. C'est un rapport d'évaluation de risque. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des familles de risques. On a des risques pour des systèmes uniques et menacés, donc des coraux, des îles, des forêts, des choses qui sont, la forêt amazonienne par exemple, donc des choses qui sont tout à fait identifiables et pour lesquelles le réchauffement climatique présente une menace, des événements météorologiques extrêmes, je ne dois pas vous faire un dessin, la manière dont les incidences se répartissent, la manière dont les incidences cumulées au niveau mondial sont favorisées par le réchauffement climatique, et enfin ce qu'on appelle des phénomènes particuliers de grande échelle. Ça peut être des propagations de maladies, ça peut être des disparitions d'espèces, etc. Et donc en face de ça, on a une évaluation des risques, du risque indétectable au risque très élevé en fonction d'une augmentation de température, ces risques ayant été élevés jusqu'à plus 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que nous en sommes pour l'instant plus ou moins à 1,1 degré. Donc on est plus ou moins ici, donc on est déjà bien dedans. Et donc ce qui a été la manière dont l'objectif de 2 degrés a été calibré, c'est de se dire à 2 degrés, on est déjà dans quelque chose qui est déjà assez violent, raison pour laquelle on va viser le plus possible le 1,5 degré, auquel malheureusement plus grand monde ne croit déjà actuellement. Alors dans ce qui précède, il y a une chose qui n'est pas couverte. Donc j'ai tenté de montrer que l'histoire de la Terre, c'est de la capture du CO2 depuis 4,6 milliards d'années qui est enfoui dans le sol, donc qui rend la vie sur Terre possible, en tout cas notre vie. La vie existe depuis
depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais qui rend notre vie possible en capturant progressivement le CO2, le carbone, carbone que nous grillons allègrement depuis environ 150 ans. Et donc à partir de là, on peut formuler le réchauffement climatique en termes de budget cumulatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a évalué que la Terre, l'humanité notamment, mais pas uniquement, dispose d'un budget carbone fixé à 790 milliards de tonnes en cumulé que nous pouvons extraire du sol pour l'envoyer dans l'atmosphère avant que l'objectif de 2 degrés d'augmentation de la température ne soit excédé. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a l'autorisation de faire pour arriver aux 2 degrés. Ça a été évalué en 2013, et en 2013, on avait évalué que déjà 525 milliards de tonnes avaient été émises, et qu'au rythme actuel, en 20 ans, c'était terminé. En 20 ans, ce budget était totalement absorbé. Donc ça, c'est là où on en est. Où en serons-nous dans le futur? Donc en général, la manière dont on formule les objectifs, c'est à l'horizon 2100. Cet horizon 2100, il est important. Mais si j'ai exprimé le fait que nous serons sur le fil du rasoir pour plusieurs générations, j'ai dit plusieurs pour ne pas trop vous effrayer, parce que plusieurs c'est vraiment beaucoup. Ces graphes, qu'est-ce qu'ils donnent? Eh bien, ce sont des graphes qui viennent du GIEC également, mais qui formulent des projections non pas à l'horizon 2100, 2100 est ici, 2000 est là, sont des graphes qui formulent des projections jusqu'à 3000 grosso modo, et qui sont basés sur le fait, grosso modo, le carbone, c'est un peu, d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu au dentifrice dans votre tube, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez sorti du tube, c'est extrêmement compliqué de le faire rentrer, et en particulier, dans le carbone qui se trouve actuellement dans l'atmosphère, 30% du carbone qui se trouve actuellement dans l'atmosphère, il sera toujours dans 1000 ans, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'inertie absolument colossaux, qui font que, eh bien, en fonction des différentes trajectoires que nous prendrons maintenant et dans les décennies à venir, eh bien, on rendra la vie civilisée extrêmement compliquée à un horizon qui est à peu près équivalent au temps qui s'est écoulé depuis que Guillaume le Conquérant a envahi la Grande-Bretagne en 1066. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un zoom sur ce que je viens de montrer. Ce zoom, qu'est-ce qu'il dit? Donc en fait, c'est aussi une échelle de temps qui démarre il y a 20 000 ans. Nous sommes à 0, nous sommes le point de référence, et qui s'étend jusque plus ou moins 10 000 ans. Et ce petit saut, c'est nous. Ce petit saut, c'est nous qui l'accomplissons dans le cadre de l'Anthropocène qui est mentionné dans les rapports du GIEC, et qui mentionne ensuite les effets d'inertie. Les effets d'inertie par rapport à ce qui restera de ce carbone dans l'atmosphère, et par rapport à la manière dont ça augmente de manière non pas inéluctable, mais dans des temps extrêmement longs, non pas à l'échelle de la Terre, mais à l'échelle de la vie humaine et de nos générations. Donc, grosso modo, voilà pourquoi nous serons sur le fil du rasoir climatique pour longtemps. Alors ça, ce sont des données extrêmement macro. On va essayer de descendre un petit peu. Ah oui, un dernier point. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le domaine de la modélisation, en plus d'être élu. Les modèles sont toujours contestables, et donc ça c'est le résultat, c'est ce qu'on appelle un backtesting d'un modèle. Qu'est-ce que c'est un backtesting? C'est le fait de comparer un vieux modèle, ce qu'un vieux modèle prédisait, avec la manière dont dont les observations qui s'en sont suivies ont collé au modèle. Ce modèle, je l'ai pris, j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre un autre. C'est le modèle qui mesure l'élévation du niveau de la mer. On a des mesures qui sont, dans un premier temps, des mesures de marée en rouge, et puis des données satellites en bleu. Et on a les projections qui sont réalisées par le GIEC en 1990. Et donc on peut maintenant voir la manière dont les choses se sont passées depuis le modèle du GIEC en 1990. Et on voit que c'est
pas mal au niveau modélisation, donc les modélisateurs doivent être contents. Du point de vue de la survie des États insulaires, c'est beaucoup moins bon, puisqu'on est dans la fourchette haute. Donc là, on est au niveau macro. La manière dont les incidences se répartissent est extrêmement inégale. Donc, ces graphes représentent le nombre de jours, donc celui du dessus, le nombre de jours de gelée, celui du milieu, les vagues de chaleur, et le troisième, la saison de croissance des plantes. Et ils affectent une couleur au nombre d'écarts types qu'on a, donc à l'ampleur des déviations par rapport aux observations précédentes. Et donc on voit que dans certains cas, on va jusqu'à 3, 4, 5 écarts types de variations. Alors, je ne sais pas si tout le monde est statisticien ici. 2 écarts types, c'est 5% de chance. 1% de chance, c'est 2,32 écarts types. Alors là, quand on est à 3, 4, 5, 6 écarts types, on est vraiment à quelque chose qui est hautement improbable. Et cet hautement improbable va se réaliser. Alors, où sont les causes ? Il y a plusieurs manières de les formuler. Ça, c'est un graphe que j'ai été chercher chez Oxfam Solidarité. Et c'est un graphe qui répartit les émissions de CO2 dans la population mondiale en fonction de la richesse. Donc, les 10% des humains les plus riches émettent 49% de la totalité du CO2. Je pense pouvoir dire sans trop de risque de me tromper que nous sommes tous dedans. Et puis, on voit que cette inégalité persiste pour le deuxième décile de revenus, et on se rend compte que les 50% des personnes les plus pauvres sur la planète émettent environ 10% du total des gaz à effet de serre. Ces 50% émettent ensemble 5 fois moins que les 10% les plus riches. On parlait de cartes, voilà une carte. Donc en vert, vous avez l'Afrique subsaharienne avec un trou au niveau de l'Afrique du Sud. Cette carte, ça c'est en vert. En rouge, c'est l'État de New York. Afrique subsaharienne, 791 millions d'habitants. État de New York, 19,5 millions d'habitants qui ont une consommation d'électricité qui est semblable. Je ne sais plus qui avait évoqué la question de la responsabilité des émissions. C'est quelque chose qui est venu lundi. Autre carte, ça c'est une carte que c'est une capture d'écran d'un site qui fait un travail très intéressant en matière de cartographie, c'est-à-dire qu'il représente la taille des pays en fonction de la grandeur qui est représentée. Ici, la grandeur qui est représentée, c'est les émissions de CO2 liées à la consommation, et la couleur, ce sont les émissions de CO2 elles-mêmes, donc du plus clair au plus foncé. Par parenthèse, la prochaine fois qu'on parlera des pays du Club Med dans les négociations européennes, quelque chose qu'on fait assez régulièrement et dans lesquels on inclut la France, on peut voir que les pays du Club Med, ils sont plus clairs. Par exemple, que mon pays, la Belgique, est encore plus clair que le Grand-Duché de Luxembourg. Précise pour les gens qui ne sont pas français ce que c'est que les pays du Club Med. Pardon. Les pays du Club Med, c'est une expression tout à fait désobligeante qui a été donnée par la Banque Centrale Européenne aux États membres de la zone euro qui longent la Méditerranée. Donc l'Espagne, bon, on y a inclus le Portugal, même si le Portugal ne donne pas sur la Méditerranée, la France, l'Italie, les pays de l'ex-Yougoslavie qui ne sont pas concernés, la Grèce, donc qui sont réputés être les mauvais payeurs potentiels et les gaspilleurs. Exactement. Pardon ? Alors qu'ils gaspillent beaucoup moins, en tout cas sur certaines cartes. Alors, comment se régule l'action internationale en matière de réchauffement climatique? Grosso modo, il y a deux axes. Il y a un axe énergie, il y a un axe mitigation. L'axe énergie se divise en deux en lui-même, entre la production d'énergie renouvelable et les économies d'énergie. Et l'axe mitigation, eh bien, c'est l'axe qui vise à faire en sorte que les pays qui risquent d'être les premières victimes du réchauffement climatique puissent se protéger. Alors, sur la critique de l'urgence climatique, il y a un débat, donc tu as rappelé, tu disais 20 ans, 30 ans pour agir, je ne sais plus. Moi
Moi, je suis plutôt 3 ans, comme l'a dit un rapport publié sur le site Reporter, mais je crois que de toute façon, il est déjà trop tard avant qu'il n'y ait en divers endroits de la planète, pour certaines populations, pour certains écosystèmes, pour certaines modalités de faire société, pour qu'il y ait déjà de la casse irréversible à certains endroits. En ce sens-là, débattre sur le temps qu'il reste est en soi, selon moi, un gaspillage d'énergie, notamment libidinale. Dans la mesure où il existe des preuves et évidences que certains dégâts sont d'ores et déjà inéluctables, une limite temporelle ne pourrait être qu'une contradiction à l'injonction qui avait été lancée lors d'une discussion au théâtre Gérard Philippe à échouer, mais à échouer mieux. Au moment où les dégâts prévisibles se manifesteront, cela apparaîtra, selon moi, comme très démobilisateur sur le mode « mais alors, nous avons fait tout cela pour rien ». D'un autre côté, lorsqu'on fixe un horizon temporel pour éviter un désastre donné, ça donne l'impression qu'on joue dans un contre-la-montre et qu'après ce contre-la-montre, ou bien on l'a gagné ou bien on l'a perdu, mais en tout cas, il n'y a plus à s'en préoccuper. Pour moi, il faut intégrer ce qui apparaît comme impératif de limite et qui n'est en fait que l'existence d'une limite et l'adopter pour lui donner du sens. Quelles que soient les échéances qui pourraient être perdues, selon moi, tant qu'il restera un monde noétique, il restera une possibilité de construire de manière renouvelée un monde civilisé, de faire société. En ce sens-là, surtout, se fixer un horizon temporel est peut-être une bonne idée au sens marketing, au sens d'une expression que j'ai inventée vendredi dernier, qui est l'hollywoodisation de l'anthropocène, mais c'est certainement pas une bonne idée pour sortir, si pas de l'anthropocène avec un A, en tout cas de l'anthropocène avec un E. Je crois que ne pas se fixer d'horizon temporel pour éviter telle ou telle catastrophe, c'est se donner la possibilité de la patience et de travailler vite et bien, en tout cas aussi bien qu'il est possible. On s'émerveille à raison devant les nouveau-nés. Je ne sais pas si c'est instinctif ou si c'est culturel, mais en tout cas, moi je m'émerveille devant les nouveau-nés et j'encourage chacun à le faire. Les nouveau-nés de 2017, ils auront 83 ans en 2100, donc ce seront les vieillards qui sont concernés par les objectifs dont on parle. Pour des gens de ma génération, environ 50 ans, un peu moins mais pas loin, donc dont l'espérance de vie s'étend jusqu'environ 2050, nous on ne verra pas les effets de possibles diminutions de gaz à effet de serre. Cependant, ma génération mourra en sachant si les actions entreprises donnent un espoir aux vieillards de 2100 qui naissent actuellement de vivre une vie de qualité plus ou moins semblable à, on va dire, la génération 2050. La patience est une obligation et elle le sera pour longtemps, puisque une réplique de Donald Trump élue en 2048 ou en 2148 pourrait ruiner tout ou partie des actions entreprises. Je vais accélérer un petit peu pour passer aux valorisations. Il y a donc dans le champ de l'économie un champ qui s'appelle l'économie écologique, dont est extrait ce dont je vais parler maintenant. Il y a par ailleurs, indépendamment de l'économie écologique, une tendance à valoriser les services écosystémiques. C'est quoi valoriser un service écosystémique? C'est valoriser par exemple le fait de traiter un sol de manière à ce qu'il puisse mieux absorber le carbone, c'est le fait de développer une forêt, c'est le fait de protéger des ressources en eau, etc. etc. Ces services sont classifiés, je ne rentre pas dans les détails, il y a une classification qui est relativement précise, et surtout ces services ont été valorisés dans un rapport qui est resté célèbre. J'ai choisi celui-là parce que c'est le plus connu. C'est le rapport Stern sur le changement climatique qui a été réalisé par un économiste qui s'appelle Sir Nicholas Stern en 2005 à la demande du gouvernement britannique et qui a procédé à une analyse coût-bénéfice de l'action contre les émissions de gaz à effet de serre en balance avec le coût de l'inaction. Je vais passer pas mal de choses à ce niveau-là. Disons que grosso modo, il a valorisé le coût de l'inaction à une baisse de 20% du produit intérieur brut, ce qui est en ordre de grandeur similaire à ces 3 grosses périodes de diminution du PIB qu'ont été les 2 guerres mondiales et la crise de 1929. Alors, juste un point qui me semble critique et qui me semble mériter analyse. Je ne rentre pas dans la méthodologie que Stern a utilisée parce que le temps passe trop vite, mais il a travaillé à un horizon temporel extrêmement long, ce qu'il faut saluer pour un économiste. Il s'est projeté à 200 ans
dans le temps. Et donc il doit tenir compte de la valeur temps en économie. Comment est-ce qu'on tient compte de la valeur temps en économie? Grâce à des taux d'actualisation. Qu'est-ce que c'est un taux d'actualisation? C'est le fait de dire, eh bien voilà, si vous me promettez de me donner 1 euro dans 20 ans, eh bien cet euro, je lui donne une valeur de 50 centimes d'euros maintenant en fonction du taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui représente 3 choses: le risque de ne pas être remboursé, l'inflation et ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire que le fait que si je vous prête 1 euro, je ne peux pas le dépenser. C'est la manière dont on présente le taux d'intérêt de manière standard, en faisant évidemment l'impasse sur le fait que, en général, les gens qui ont la possibilité de prêter 1 euro ne l'auraient pas dépensé de toute manière. Donc ici, ce n'est pas les taux d'intérêt que je vous présente, c'est l'inverse des taux d'intérêt cumulés, c'est-à-dire c'est le résultat en valeur. Donc si vous avez un taux d'intérêt de 10% et que vous me remboursez 1 euro dans 15 ans, eh bien cet euro vaut aujourd'hui 20 centimes. C'est comme ça qu'il faut lire ces courbes d'actualisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... Enfin là, il faut absolument se mouiller dans ce débat, surtout si on envisage de développer une économie de la contribution, parce que, à mon sens, c'est compliqué de développer une économie si on ne se préoccupe pas de la manière dont le temps joue un rôle là-dedans. Je ne vais pas... rentrer dans ce que j'ai détaillé dans ma note, c'est-à-dire ce qui est à mon avis la faille dans le débat qu'il y a eu entre les économistes par rapport au taux d'intérêt que Stern a utilisé. Alors évidemment, dans le fait de valoriser, il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement inquiétantes, c'est-à-dire que la valorisation de la nature, qui a été évoqué par un auteur qui s'appelle Razmik Kecheyan dans son bouquin « La nature est un champ de bataille », que j'ai déjà évoqué, c'est évidemment faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est évidemment ouvrir la porte à la marchandisation de la nature. Le fait de valoriser les services écosystémiques, c'est également utilisé de manière régulière par les grands opérateurs économiques pour se créer des effets d'aubaine. Cependant, des auteurs, et des auteurs qui sont plutôt de tendance marxiste, des chercheurs de l'Université de Barcelone, ont abordé la question de manière un peu différente, au sens où ils ont voulu distinguer, dans les raisons de ne pas valoriser les services écosystémiques, ce qui est propre au régime du capitalisme absolu que nous connaissons, de ce qui est plus généralement la manière dont de nombreuses civilisations ont fonctionné dans des horizons temporels bien plus anciens que celui du capitalisme, même industriel. Et notamment, ils font une critique de la manière dont les adversaires de la valorisation, in fine, critiquent cet exorganisme qu'est la monnaie. Et donc ils disent ça va pas du tout, c'est une connerie. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer les politiques monétaires, mais critiquer l'existence de la monnaie. On est dans une dimension tout à fait différente. Et donc ils ont développé, dans cet article dont j'ai fait une capture d'écran et dont les références sont dans ma note, ce qui me semble être, enfin en tout cas je propose de l'appeler une pharmacologie de la valorisation. Et donc ils tracent ce qui compte dans l'acte de valoriser les services naturels. Et donc ils ont identifié 4 critères. Le premier, lorsqu'on valorise, dans quelle mesure est-ce que ce qu'on valorise présente une additivité, c'est-à-dire est-ce que le service écosystémique qu'on met en œuvre, est-ce que c'est quelque chose qui se substitue ou est-ce que c'est quelque chose qui s'ajoute et donc qui ajoute réellement aux écosystèmes? La deuxième chose qu'ils ont mis en évidence, c'est que très régulièrement, la valorisation vise à asseoir les relations de pouvoir en économie, et donc est-ce que le mécanisme mis en place combat les inégalités et redistribue le pouvoir? Troisième critère, est-ce que le mécanisme mis en place préserve les diversités de valorisation? Et quatrième critère, est-ce que le service mis en place favorise les enclosures par rapport au commun ou pas? Et
Et donc toutes ces questions, je pense qu'il faut s'en saisir dans la mesure où l'économie, grosso modo, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça a un caractère hautement performatif. Le produit intérieur brut est super performatif, c'est-à-dire qu'on a beau le contester, il faut le contester et il faut dans une large mesure le jeter. Néanmoins, quand les statistiques paraissent, elles sont parce qu'elles sont. Alors il y a des choses qu'il faut compléter par rapport à cette critériologie. La valeur temps n'est pas prise en compte directement et certainement la valeur de l'entropie et de la négantropie ne sont pas non plus prises en compte par ces trois économistes écologiques pour des raisons sur lesquelles qui sont à mon avis les mêmes que celles qui font défaut au commun dont je vais parler dans un petit instant. Dernière partie, entre patience et urgence, localité et globalité. Une petite note positive, il y a des combats environnementaux qui ont déjà été gagnés. Si vous vous souvenez, en tout cas ceux qui ont plus de 40 ans se souviendront du moment où on craignait de cramer en raison du trou dans la couche d'ozone. L'ozone, c'est un gaz pharmacologique par excellence, puisqu'il nous protège des ultraviolets quand il est dans la stratosphère, et c'est un gaz à effet de serre quand il est dans l'atmosphère. On se souvient des pluies acides, c'est-à-dire que ce sont deux questions environnementales qui avaient des effets globaux, mais qui avaient des causes localisées, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce qui concerne le réchauffement climatique, dont je pense qu'il a de quoi rendre fou, parce qu'il occupe tous les rapports d'échelle, il possède sa nature pharmacologique, puisque nous avons besoin des gaz à effet de serre, mais il a de quoi rendre fou parce qu'il ouvre la porte à ce que j'appelle une application suicidaire de la théorie des jeux, le paradoxe du prisonnier, vous connaissez certainement tout ça, et en particulier, il ouvre la porte à ce qu'on appelle le free riding, c'est-à-dire le fait de vivre sur le dos des gens qui jouent le jeu correctement. Le réchauffement climatique est à la fois le support et le vecteur de l'entropie et de la spéculation, et le symbole du fait que s'il y a plusieurs manières de faire société et de faire civilisation, le réchauffement climatique ne laisse guère de place au choix. Il s'agit avant tout d'une question de relation à l'autre dans l'espace et dans le temps. Alors j'essaie pas de conclure, je vais conclure. Deux axes de réflexion sur la notion patience et urgence, localité et globalité. C'est la première chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, et j'ai intitulé ça communauté versus société. Pourquoi ? Parce que je pense que l'action politique se dépolitise et se prolétarise en devenant de plus en plus une action communautaire, et en particulier en matière écologique. Pour moi, tous les petits gestes, tout ce qu'on appelle les petits gestes pour la planète, qui me fait avoir des boutons, on est clairement dans le communautaire, et donc on ne crée absolument pas société. Je suis assez dur avec le repli sur les politiques locales, essentiellement parce que je crois qu'elles sont dans le chef de beaucoup de gens qui portent la revendication de politique locale. C'est un aveu d'échec par rapport à l'incapacité pour les personnes qui se veulent porteuses d'une alternative de porter cette alternative à un niveau plus général. Grosso modo, on ne connaîtra plus jamais je ne sais plus si c'était le 10 ou le 13 mai 1980 avec l'élection de François Mitterrand, où le jeune garçon de 13 ans que j'étais s'est enthousiasmé. J'espère que j'étais le seul et que personne n'était dupe, mais je crois que ce n'était pas le cas. Et donc, comme on sait que ça n'arrivera plus et qu'il n'y a plus grand-chose dont on peut s'enthousiasmer, eh bien on se replie, on se racrapote sur soi-même. Le niveau local permet également beaucoup plus de développer une idéologie culpabilisatrice de l'adaptation, sur la logique justement de s'adapter pour survivre, de faire ces petits gestes, de faire du concret plutôt que du blabla. Faire du blabla, c'est ce qu'on fait ici. Cependant, l'échelon local permet aussi de reconstruire beaucoup plus facilement une pratique de la relation à l'autre.
et pour moi, il y a clairement des indications dans ce que tu évoquais par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par rapport à Nuit debout, par rapport au Larzac également. C'est-à-dire qu'il faut penser ces politiques de façon à ce qu'elles soient précisément irrécupérables. Alors dans quel domaine? J'ai malheureusement pas le cas de détailler. L'urbanisme, ça c'est un must. Le traitement des eaux de surface, qui est un de mes dadas dans mon mandat d'élu local et qui permet de relancer des pratiques amateurs et professionnelles et de fédérer et de construire des savoirs contributifs. Je termine la partie communauté versus société en me focalisant sur Plaine Commune qui, sur certains aspects, ressemble beaucoup à ma propre commune en région bruxelloise. Il y a quelques années, tu avais invité Mariette Feltin, qui avait projeté un film, un documentaire dont le titre était « Raconte-moi ta langue ». Et donc qui consistait à regrouper des parents d'élèves dans des classes de maternelle, des élèves d'origine extrêmement diverses, et à leur faire donner une leçon de leur langue maternelle aux autres élèves et aux autres parents. Et c'était quelque chose qui était énorme en termes de réalisation. Je pense que quand on a un petit territoire qui est à la fois déshérité et qui regroupe des habitants de plus d'une centaine de pays d'origine, je pense que c'est le moment d'utiliser les techniques des réseaux sociaux, de reconstruire des réseaux sociaux, certainement herméneutiques, pour que les gens racontent le réchauffement climatique dans le pays dont ils viennent. J'aurais voulu développer, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je termine sur les communs, parce que les communs ont un côté à la fois tarte à la crème, c'est-à-dire qu'on les sert systématiquement, mais à la fois je crois que c'est justifié de les impliquer dès qu'il s'agit de pratiques politiques locales. Bon, les communs ont été mis en place, ont été conceptualisés par une dame qui est décédée en 2012, qui s'appelait Elinor Ostrom, qui a reçu le prix d'économie de la Banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel en 2009. Ce prix est indûment qualifié de prix Nobel d'économie. Et pour moi, ça tourne autour du fait de valoriser des pratiques qui permettent d'envisager de faire société, et surtout qui sont un contre-exemple à la logique qui prévaut dans l'économie performative sous le règne de laquelle nous vivons. Elle a montré par l'exemple l'inanité de la théorie néoclassique inverse, de la tragédie des communs, qui a fait l'objet d'un article tout à fait hors sol et sans caractère empirique d'un monsieur qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours, je ne sais pas s'il vit toujours, Gareth Hardin, et donc qui a écrit cet article The Tragedy of Commons, où il expliquait que grosso modo ce qui n'était pas privatisé tournait à volo. Benjamin Coriat, qui a été invité au théâtre Gérard Philippe, entreprend au sujet des communs un travail qui, à mon sens, est très méthodique et très rigoureux et sur lequel il faut s'appuyer. Les communs sont d'appréhension aisée, ils sont dans la proposition, donc plus dans la synthèse que dans l'analyse, et certainement, ils sont essentiellement localisables. Alors, à mon avis, ils présentent beaucoup de faiblesses. C'est-à-dire que grosso modo, les personnes qui s'enthousiasment au sujet des communs s'enthousiasment au fait que ça fonctionne sans nécessairement savoir pourquoi. Et en particulier, pour eux, la technique, c'est un impensé quasiment absolu. C'est-à-dire que de temps en temps, ils la voient, ils se disent elle est là, mais ils ne savent pas trop quoi en foutre. Et donc, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que ils sont incapables de penser les questions de genèse, les questions de culture, c'est-à-dire qu'ils voient, en tout cas c'est mon impression jusqu'ici, j'ai peut-être pas assez travaillé la question, les communs comme un ensemble de confettis qui se répartissent joliment, et je le dis sans ironie, sur la planète. Je fais référence à ce qui, à mon avis, est le dernier papier d'Elinor Ostrom, papier qu'elle a écrit en 2010 pour la Banque mondiale à propos de l'utilisation des communs dans le cadre du réchauffement climatique, où elle passe à côté, elle nie totalement la possibilité d'existence de relations de domination. Je pense que, je soupçonne fort les communs d'avoir un point de vue totalement illémorphique, ce qui est très problématique, et je les soupçonne, là je suis à peu près certain de ne pas du tout penser l'hubris.
Donc je pense que en gros, si les gens qui s'occupent de communs lisaient la notice Wikipédia à propos de Gilbert Simondon, rien que ça nous faciliterait la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai de quoi est-ce que j'ai parlé, ou en tout cas sur quoi est-ce que je voudrais travailler dans le futur, en particulier dans le cadre de mes études. La question des échelles de temps, et en particulier de la critique de la manière dont on fixe des horizons temporels dans cette urgence, en tout cas dans ce qu'on nous présente comme une urgence, qui en est une, mais le fait de la présenter comme ça a des conséquences qui, à mon avis, sont hautement néfastes. La question du facteur temps et le sens de la valeur. Évidemment, les politiques territoriales qui sont à développer. La notion de résilience, qui est aussi une tarte à la crème, et celle-là, je ne suis pas certain qu'elle ait vraiment beaucoup de bon côté, en face de adaptation et adoption. Et enfin, le fait de compléter, à mon avis, les communs sont à critiquer, non pas dans le sens de les rejeter, mais à critiquer dans le sens de les compléter, ou en tout cas d'identifier ceux qui sont intéressants. Voilà, merci.